Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararibia. Il est 19h01 en Algérie. Merci à Paris, il est 20h passé de 1 minute. L'actualité ce soir, nous allons revenir bien évidemment sur le Cheikh Mohamed Tahar Aït El-Djed, paix à son âme, Allah yarhamou, qui nous quitte donc à l'âge de 106 ans. Il est né en 1917 à Tamoukra, une localité de la wilaya de Béjaïa. On va revenir sur le parcours de cet homme qui a donné énormément d'années d'abord à l'enseignement, à l'éducation. Il a consacré sa vie à la prédication en privilégiant la modération. Tout au long de sa vie, il a tenté de réunir tout le monde au moment où la religion s'ingère, la religion donne son là, notamment dans la politique. Eh bien lui, il a tout fait justement pour se dissocier tout en essayant tout en prenant notamment un message de paix, de rassemblement, des messages d'ailleurs qu'on retrouve encore aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette révolution qui est toujours présente et puis dans le cadre de ces dernières décennies où les Algériens effectivement rêvent d'un autre pays, mais ils rêvent tout simplement d'une liberté. Pour commencer, on va revenir sur ce grand personnage, des hommages venus de tous et de toutes, de différents cultes, de différentes culture, pratiquants ou non pratiquants, laïcs, ils ont été nombreux à se mobiliser. Ce sont des centaines d'hommages qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dans un deuxième temps, bien évidemment, nous reviendrons sur le 14 juin. Qui dit 14 juin, on ne peut pas ne pas évoquer le 14 juin 2001, avril 2001. Vous le savez, le jeune Massini Saguerma reçoit des balles au sein de la gendarmerie d'Adouala. Il décédera 48 heures plus tard et puis un peu plus tard, le 40 juin, ils sont des millions à converger vers Alger, tout simplement pour qu'un enfant puisse déposer un certain nombre de revendications, des revendications qu'on trouve encore aujourd'hui. Eh bien, le pouvoir algérien accueillera cette marche pacifique par la répression. On y revient, on rendra hommage bien évidemment, on reviendra tout de même sur cette période. Est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que quelque part le Hirak n'a pas été accueilli de la même manière? Et puis aussi l'actualité, c'est le président algérien qui est en Russie depuis hier, qui n'a toujours pas été donc reçu, accueilli par Vladimir Poutine. On va essayer de comprendre, est-ce que réellement c'est une visite d'État, d'échange diplomatique, de développement, de relations bilatérales pour les prochaines années, ou est-ce que c'est tout simplement le président algérien qui participe à ce forum économique? Sans plus tarder, nos invités sur le plateau, encore tout jeune, militant politique, Azouaou Chemenouk, bonsoir, merci d'être présent. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique qui vous accompagne ce soir. Merci, c'est bien de saluer les équipes techniques. Sans eux, bien évidemment, il n'y aurait pas d'émission. Lias Djebali, ingénieur économiste, militant politique, hirakiste. Bonsoir, cher Lias. Bonsoir Chaban, merci pour ton invitation. Je salue mon ami Azouaou et tous nos compatriotes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et à toute l'équipe d'El Mararibia, naturellement. Merci. Merci. Est avec nous, ou alors il va venir nous rejoindre. Le docteur Mohamed Lamine Chibane est avec nous. Oui, bien sûr. Bonjour, Chaban, vous m'entendez? Très très bien, docteur. Très très bien. Merci d'être là. Très bien, merci. Heureux d'être parmi vous et je salue vos deux invités et particulièrement c'est Elias Jbeili. Je vous salue à travers vous toute l'équipe d'El Mararibia Al-Habiba, l'unique chaîne qui donne espoir au peuple algérien et à toute la diaspora. Je salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent, celles et ceux qui aspirent à la dignité, à la liberté et à la justice. Merci pour ces quelques mots d'espoir. Et bien évidemment, sans vous, on remercie encore une fois les invités qui nous font honneur et toute la rédaction, les journalistes qui s'engagent aussi, puisque vous le savez, ici, on dit les choses. Bien sûr, comment évoquer, rendre hommage à Cheikh Mohamed Tahar El-Djed sans recevoir Mohamed Lamine Chibane, puisque il a longtemps côtoyé votre papa, Cheikh Abdelrahman Chibane, Allah yarhamou. C'est quelques images pour lui rendre hommage et on donne la parole aux invités. أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لصيام رمضان وأن يثيبنا ويجرنا على قيام رمضان وصيام رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الجزائر خيرا وبركة وسعادة على سعادة التي كانت تتمتع بها. الصلاة والسلام عليك
عليك يا حنين الرحمن سيدنا محمد شفع الشتشن سبحان ربي ودي ولد يحضر حد الحكم يحضر حد الحكم سوى الجنة سيقل يطفي الجنة بليس ونس أجل ذكرى فإلا ذكرى حضران يا خويا صلاتي وسلام عليك يا حنين الرحمن سيدنا محمد شفع الشتشني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول Voilà, ils étaient nombreux aujourd'hui dans le cadre de ces obsèques, paix à son âme, à être présents, à lui rendre hommage. Des images qui vont défiler avec notre réalisateur tout au long de ces interventions. Docteur Mohamed Lamine Shiban, je pense que vous êtes très, très touché par cette disparition de ce grand monsieur. Absolument, c'est Chaban, c'est Cheikh Aït Aljed, reste un éminent érudit natif d'Akbou, la wilaya de Béjaïa. Était cette ville proche de notre ville, la Chorfa, la wilaya de Bouira, qui était un ami à mon père, Cheikh Abdelrahman Shiban. Cet éminent érudit, il a prôné la modération durant toute sa vie, la sagesse. C'est une référence du juste milieu. Il était proche de l'association des oulémas. Alors un siècle de vie plein de sciences religieuses, de jihad contre le colonialisme, puisqu'il était un compagnon et un proche du colonel Amirouche dans la wilaya 3. Et ce cheikh restera durant ces dernières années un réconciliateur. Il était membre de la Rabita. La Rabita où se trouvait le cheikh Ahmed Tahnoun. Et justement, lors du décès de cheikh Ahmed Tahnoun, le cheikh Aït Aljed était en compagnie de mon défunt père, cheikh Abdelrahman Shiban, pour lire l'oraison funèbre. Ce cheikh Aït Aljed reste un cheikh de Zawiya. Et il était de la Tariqa Rahmaniya. Et c'était un membre du Haut Conseil islamique. Donc, il a su, être en même temps de la Zawiya et en même temps proche de l'association des oulémas, chose qui n'était pas très facile. Et puis, cet homme, ce cheikh, il a su garder l'équilibre entre le pouvoir en place et les courants islamiques. Même les plus radicaux, ces courants, ils avaient beaucoup de respect pour ce grand cheikh. Voilà ce que je peux dire pour Cheikh Tahar Aït Aljed. Allah yarhamou, Allah youssali. Allah yarhamou. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Shiban. Elias Djebali, vous êtes
Vous êtes à Paris, algérien. Je pense que voilà, vous êtes aussi touché par la grande disparition de cet homme, 106 ans, plus de 8 décennies, hein, auprès de la croyance, de la foi, auprès du rassemblement, de la sagesse, comme vient de nous l'expliquer le docteur Shiban. Absolument. Tout d'abord, Cheikh Mohamed, Allah yarhamou wa yawassa alayh, toutes mes condoléances les plus sincères et à sa famille et à ses proches. Vous savez, le visage de cet homme qui peut être mon grand-père symbolisait la bonté, la sagesse, l'apaisement, l'assurance. Et au fait, il symbolise les 4 fois en même temps. Et puis, je voyais son beau visage circuler via les réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, au courant de sa grande disparition. Il fait partie de cet islam authentique. C'est un uridi, moujahid, savant de cet islam authentique qui est incarné par sa présence et par sa pensée. Je pense aussi bien son fils aussi, ils étaient dans la mémorisation et la récitation du Saint-Coran, aussi dans la langue, la littérature arabe, dans la jurisprudence du fiqh. Il symbolise l'islam apaisant. Rien que sa présence rassure et donne une image de bien-être. Donc, je ne suis pas spécialiste dans les affaires religieuses, mais il n'en demeure pas moins, je renouvelle toutes mes condoléances les plus sincères à sa famille, ainsi qu'à ses proches. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci Elias Jebali. On va revenir effectivement. Il y a bien sûr le pratiquant, ce grand monsieur religieux, l'éminent érudit Cheikh Mohamed, je vous le disais, Tahar El-Jet, mais on va revenir aussi un peu sur ce côté sage, le rassemblement, ces messages qu'il a transmis. Azouaf Chemrour, on retrouve effectivement chez ce monsieur, bon moi je pense que bien sûr vous le souhaitiez aussi, vous me le disiez tout à l'heure, rendre hommage, mais tout de même je le disais en préambule, c'est là au moment où la religion tout de même s'interfère partout, dans la politique, sur les plateaux télé, etc. C'est vrai que lui, il s'est quand même tout de même battu tout au long de sa vie pour dissocier les deux, tout en passant un peu ce message. Oui, d'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille de l'Uridi Tahar El-Jet et à tous les musulmans qui ont perdu un éminent quand même savant en la matière. Et d'ailleurs, je me rappelle que le défunt Tahar El-Jet, on a grandi avec, parce que on a l'habitude de le voir sur la chaîne nationale, notamment les interminables nuits de doute pour savoir. Donc on a l'habitude de le voir, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui dégage une certaine, c'est-à-dire, si j'ose dire, une certaine paix, une certaine modération dans son discours. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui apprenait tout au long de sa vie un islam modéré, un islam qui cherche plutôt le juste milieu, qui cherche, c'est-à-dire la réconciliation et l'entente entre tous les acteurs, notamment les années 90. L'Algérie, comme vous le savez, a vécu la décennie noire, le terrorisme. Donc lui, il essayait de jouer un rôle dans ce sens, ou de réunir tous les Algériens malgré les divergences. Bon, après, maintenant, s'il a réussi ou pas, c'est l'histoire qui va juger, mais tout de même, il a joué un rôle dans la modération, de prôner un discours modéré, et puis de dégager surtout cette image de quelqu'un d'un homme de paix, plus qu'un homme de religion, à mon sens, parce que c'est ce que je voyais, comme je vous le disais, j'ai grandi avec. Il n'y a pas que lui, il y en avait d'autres qui dégageaient quand même, qui avaient un discours tellement modéré. Docteur Mohamed Lamine Shiban, je crois que c'est un monsieur qui
qui savaient, alors je voudrais pas effectivement choquer, mais qui savaient réellement ce qu'était l'islam. On va pas se le cacher aujourd'hui, il y a des pratiquants, il y a parfois des personnes qui, pour plusieurs raisons, s'improvisent aussi imam en annonçant certaines choses, mais pour lui, il avait compris quelque part ce que devait aussi transmettre l'islam, qui est une religion de paix, tout simplement, de sagesse, de rassemblement, de partage, de générosité. Tout à fait. Et prenez justement la tolérance. Cheikh Hayat Al-Jed était pratiquement un cheikh qui était très respecté par tout le monde. Et en plus, c'était cette stature de son passé. N'oubliez pas que c'était, comme je l'ai dit, un compagnon du colonel Amirouche. C'était un homme quand même de poigne. C'était pas un homme qui savait qu'il fallait combattre ce colonialisme tout en prônant les véritables valeurs de l'islam. Et je voudrais aussi vous dire, Tchéchaben, comme je suis peiné quand nous avons appris il y a quelques années, il y avait cette polémique au sujet, on lui a concernant sa paye, on lui avait bloqué, je pense, sa paye, c'est Hayat Al-Jed, par un ex-ministre qui est d'ailleurs maintenant aux oubliettes des affaires religieuses. Et justement, ça a été rétabli et par la suite, mais vraiment, s'attaquer à ce personnage, à cette figure religieuse, vraiment, c'est désolant et honteux et scandaleux par ce sinistre personnage. Voilà ce que je peux dire, mon ami Chaben. Merci, docteur Shiban. Ilyas Jebali, notamment dans certains médias, notamment en Occident, en Europe, beaucoup en France, où malheureusement la religion est mise à toutes les sauces. Surtout, on ne va pas se le cacher, l'islam, beaucoup, ingère la religion dans la politique et même des responsables religieux, notamment en France. Mais lui, il a réussi tout de même à essayer de passer ces messages, de transmettre. On va parler dans un instant sur cette première partie d'héritage qu'il a pu transmettre, mais il a tout de même réussi à dissocier, à ne pas mélanger les deux tout en gardant ses objectifs. Absolument. En fait, moi j'ai eu un appel téléphonique d'un ami de la région et puis on discutait sur d'autres sujets et puis on a basculé vers le sujet du Ridi Allah yarhamou wa sa'alih. Il m'a dit une chose que j'ai gardée dans ma tête. Il m'a dit il faut qu'on revienne l'islam de Jam' al-Zaytouna, c'est-à-dire l'héritage de Jam' al-Zaytouna. Et le Jam' al-Zaytouna, c'est revenir à c'est la seule solution parce que c'est un islam modéré, incarné par des personnes érudites à l'image de Cheikh Mohammed Tahar Al-Jaldat, et aussi c'est-à-dire une autorité morale de la sorte, c'est très très important aussi. Donc, on va pas revenir comment l'héritage de l'islam de la Jam' al-Zaytouna, comment elle a été un petit peu stigmatisée ou mise à côté après la construction de la grande mosquée de Amir Abd al-Qadir à la Constantine par Houari Boumediene. On va pas revenir là, on n'est pas là pour revenir et responsabiliser les uns aux autres. Ce que nous souhaitons, une autorité morale de paix qui véhicule des messages de paix, surtout de tolérance, dans un monde où la religion, elle commence, où la religion, elle peut être présente partout. Donc, on a besoin de personnes comme Cheikh Mohammed Tahar Al-Jaldat et son fils d'ailleurs, c'est toute une famille. On a besoin d'une autorité morale qui, on va dire, un phare pour guider, dans un sens de paix. Parce que l'islam est une religion de paix à la base. Et vous savez très bien que l'islam, de partout en Europe, est ultra stigmatisé, ultra doigté. Donc, c'est-à-dire la disparition de ce personnage va manquer cruellement à l'Algérie. Moi, je ne suis pas spécialiste de fiqh, mais j'en suis persuadé que l'Algérie, par son potentiel réserve humain, doit avoir
des personnes aussi méritantes et érudites que Cheikh Mohamed Tahar Aïta Al-Jad. C'est très très important, une autorité morale qui prêche la tolérance, la paix, la sagesse, l'assurance. C'est très important pour un pays. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut lire énormément d'hommages, je le disais tout à l'heure, venus de toute culture, tous horizons, d'ailleurs même à l'international. Voilà, même certains Européens qui parlent de ces 8 décennies d'enseignement, d'éducation, de bonnes paroles. Azoa Chemlouk, vous côtoyez, vous regardez aussi les médias européens, beaucoup en France, il y a certains médias qui en font leur commerce. On a tout de même des responsables religieux qui sont là et qui sont définis en tant que tels et qui mettent la politique, qui apportent aussi, qui s'ingèrent, etc. Est-ce que justement la solution quelque part pour créer cet apaisement, comme le définit l'islam, de toute manière, l'islam à la base c'est l'apaisement, je le disais tout à l'heure, le rassemblement. Est-ce que c'est pas ça réellement la solution, c'est d'avoir peut-être des hommes et des femmes responsables comme ça, qui est vraiment ce chemin, comme on disait, de bonnes paroles, de modération, aussi d'être sage, rester à sa place aussi. Contrairement à beaucoup de personnes, moi je crois que toutes les religions sont politiques. Il y a toujours du politique dans toutes les religions. Après, on n'est pas dans une approche manichéenne, ce qui est bon ou pas. C'est-à-dire que c'est politique, ça ne veut pas dire que c'est pas bien ou c'est mauvais en soi. C'est politique, c'est comme ça. C'est les religions, il y a aussi l'instrumentalisation de ces religions. D'ailleurs, si on prend l'exemple de la France, aujourd'hui on parle de l'islam de France. L'islam de France. Et ça a tout son sens, l'islam de France. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est l'État français qui s'approprie, ça veut dire cette dimension culturelle d'un grand pan de ces ça, est-ce que c'est pas la cause justement qu'autour de l'islam, il manque des personnalités, des personnes comme justement, ça. Si on prend l'exemple de la France, c'est parce qu'au nom de la laïcité de la France, c'est-à-dire qu'on ne s'ingère pas dans les affaires religieuses, bon, c'est vrai qu'il faut donner une certaine liberté. Parce qu'en fait, si vous voulez, la laïcité ou le piège dont a tombé la France, c'est-à-dire que c'est trop de laïcité. C'est-à-dire au nom de cette laïcité, on donne toutes les libertés. Et on a vu les attentats terroristes. C'est-à-dire que ce soit de l'extrême droite ou que ce soit des islamistes. Donc, au nom de cette laïcité, on a délaissé ce côté de canaliser la religion. Et donc c'est pour ça que donc je pense qu'il y a 10 ans de cela, quelque chose comme ça, c'est que la France par exemple a pris un autre chemin dans ce sens où d'ailleurs ils ont inventé ce concept de l'islam de France. Donc il faut qu'il le canalise. Il faut qu'il y ait des institutions qui prennent des discours modérés, qui essaient d'y aller dans le sens où de respecter les lois de la République, de respecter la citoyenneté, de vivre sa religion en toute liberté. Et en fait, si vous voulez, c'est donner une certaine approche politique à la religion ou à la spiritualité. Et c'est pas, c'est-à-dire que de s'ingérer. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est vrai qu'au nom de la liberté, il faut laisser les gens croire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de croire ou ne pas croire. C'est ça le fondement de la laïcité. En contrepartie, il y a des principes ou des fondamentaux, c'est-à-dire qui relèvent du régalien par rapport à la sécurité, par exemple. C'est-à-dire que l'État doit s'ingérer, même si c'est dans des affaires religieuses, des affaires cultuelles, l'État doit s'ingérer dans certaines questions, notamment ce qui concerne la sécurité. C'est-à-dire que l'État ne doit pas laisser, au nom de cette liberté culturelle ou religieuse, laisser certains principes, notamment les régaliens, surtout la sécurité. Donc elle doit essayer de trouver le juste moyen, c'est-à-dire de ne pas être trop autoritaire et aussi d'être ferme sur la question de sécurité aussi. Mohamed Lamine Chibane, pour revenir à ce grand personnage, cet homme qui nous quitte, l'héritage maintenant, l'héritage un peu de son chemin, je le disais, alors merci à Azoa Chemlouk un peu de nous avoir fait un état des lieux et son analyse un peu sur la politique, l'ingérence un peu dans les religions. Mais est-ce que ce grand monsieur, justement, tel qu'il était pratiquant, mais aussi homme, citoyen, enseignant, des paroles, comme on le disait, sages,
Est-ce que c'est pas ça aussi l'héritage qu'il a laissé pour les Algériens, les Algériennes en général, mais tout homme et toute femme, tout citoyen, justement pour continuer son culte, sa pratique et les libertés, puisque, on le rappelle, il s'est quand même battu pendant des années pour avoir une Algérie libre. Tout à fait, et je rejoins ce que disait Ilyas Jbeili. Notre islam, c'est pas l'islam de l'Afghanistan. Notre islam, c'est pas l'islam d'Iran ou de l'Irak. Notre islam, c'est justement de Mahd ibn Badis, Jana al-Akhdar. Notre islam, il vient aussi de Zaytouna, et où prêchait Tahir ben Achour et le Fadl ben Achour. Et Cheikh Ait Alj, justement, est un disciple de ses grands maîtres. Et justement, nous sommes fiers d'avoir des personnalités religieuses telles que Cheikh Ait Alj. Et notre jeunesse, justement, de s'imprégner de ces personnalités religieuses, de nos cheikhs, et de ne pas aller vers d'autres canaux, vers des canaux qui sont étrangers à nos valeurs. Et donc là, justement, je pense que Cheikh Ait Alj, dans la mesure où il était un grand érudit, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il était un enseignant à Alger. Et puis, donc, c'est un grand pédagogue, Cheikh Ait Alj. Et c'est ce qui fait sa force, qui faisait sa force et qui a permis justement à tous les courants islamiques, même radicaux, de le respecter et de voir en lui un espoir. Malheureusement, plus ou moins, il était membre du Conseil islamique. Il était quand même à un certain moment marginalisé. Mais enfin, alhamdoulilah, je pense que maintenant, dans sa tombe, il va être quand même, il doit être vraiment fier de ce qu'il a fait et d'avoir légué justement, ne serait-ce qu'une partie de cet islam tolérant, un islam ouvert au monde. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibane. Dernière intervention, Ilyas Jbeili, vous êtes militant politique, hirakiste, vous vous battez aux côtés d'ailleurs d'Azouab Chemrouk, qui est ici, et puis docteur Mohamed Lamine Chibane, qui est aussi militant politique de longue date pour la liberté. Est-ce qu'avec ce dont on parle depuis des années sur ce grand monsieur, est-ce que il s'est battu pour la liberté, il s'est toujours battu pour une autre Algérie, pour une démocratie, pour des paroles sages, pour une écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette révolution, tout de même qui est là depuis maintenant plus de 4 ans, est-ce qu'on retrouve ce chemin? Est-ce que vous retrouvez? Tout d'abord, les process historiques de religion de l'islam en Algérie et en France sont différents. Donc, la question doit être centrée que pour l'Algérie. Voilà, c'est très important. La nuance, elle est de taille. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus précis par rapport à cette question. Moi, je disais qu'il incarnait la sagesse, un islam tolérant, ouvert, et aussi une autorité morale. Une autorité morale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette autorité ne suppose aucune intervention des critères antérieurs à la délibération et à la réflexion, à la justification, ou d'une quelconque transcendance. C'est-à-dire, en fait, quasiment une autorité morale, quasiment, elle franchit pas, elle n'intervient pas dans la conduite, dans la gestion des affaires publiques. C'est très important, la définition de l'autorité morale. Et c'est la raison pour laquelle on doit prendre comme appui cette figure emblématique, je dis bien emblématique, qu'on soit religieux ou pas, parce que un pays, dans son process historique, a besoin d'une autorité morale, mais en dehors de la gestion des conduites du pays, qui laisse à supposer que le pays il est laïque. Au fait, c'est ça ce dont on a besoin. À la fois le respect, je veux dire, des traditions culturelles et cultuelles d'un peuple qui sont référencés par une autorité morale très bien représentée par les élèves de Jam' Zaytouna, voilà, et aussi
qui prônent aussi la liberté, la démocratie Merci. Et la paix et le vivre ensemble, c'est très très important. Merci Elias. Ce qui nous a manqué. On va juste qu'on passe à l'actualité suivante. Je vous laisse terminer. Merci. C'est ça, au fait. Donc, voilà, j'ai terminé. Merci Elias Jebali. C'est quelques images et on va bien évidemment revenir. Hussein Gasmi, longuement évoqué il y a quelques instants dans sa viande, mais tout de même, voilà une intervention par nos invités sur le 14 juin 2001, ces images. Azwa Chemlouk sur le plateau, une petite réaction chacun. On va passer à la Russie dans quelques instants, mais il était important. On en parlait dans cette vie longuement avec nos invités. 14 juin 2001, voilà, 128 morts, des personnes en situation de handicap, des chocs psychologiques. Une marche, 3 millions de personnes qui convergent vers Alger pour déposer une lettre. Et c'est la répression, c'est alors un hommage peut-être. Et puis c'est encore le cas aujourd'hui. Ce sont des méthodes qui existent en Algérie. Oui, donc je tiens déjà à présenter mes sincères hommages, c'est-à-dire à toutes les familles des défunts et aux dizaines de défunts, aux dizaines de morts et aux centaines de blessés pendant ces malencontreux événements qui ont caractérisé la Kabylie pendant quand même des années. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que 2001, on avait l'habitude chaque année. 1980, 2001. Ah, même en 2001, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que 2001, il y avait 2001, 2002, 2003, ça succédait. Donc nous, notamment moi qui viens d'une localité de As-Douala, donc je connaissais ça très très bien. Donc le pouvoir a évolué. Je vais un peu vite dans les réactions. Je voudrais qu'on parle de la Russie, mais est-ce que le régime a évolué depuis? Pas du tout, pas du tout. Le régime n'a jamais évolué. Au contraire, c'est le peuple qui a, à mon sens, évolué dans le bon sens d'ailleurs. C'est-à-dire que il avait compris le message que le pouvoir lui envoyait. En revanche, le pouvoir n'a pas compris le message du peuple. Parce que fait, le peuple, si on prend 2019, le pacifisme avec lequel est sorti le peuple algérien, c'était un grand message politique aux dirigeants, mais malheureusement, comme c'est des dirigeants qui ne sont pas là pour, c'est-à-dire par la voie démocratique, c'est des dirigeants qui croient qu'à la violence, qu'à un rapport de force. Celui qui a la force a le pouvoir. Et donc ils ne croient pas à la légitimité, donc ils n'ont pas pris le message du pacifisme comme un message politique. Ils l'ont pris comme un aveu de faiblesse de ce peuple, ils l'ont pris comme un message un message de faiblesse, alors que le peuple, s'il était pacifique, c'est parce que c'est un peuple qui pense à ses enfants, qui pense à son pays, qui pense justement à préserver cette stabilité. Du moins ce qu'on a comme stabilité, si on peut l'appeler. Donc malheureusement, le pouvoir n'a pas changé, pour répondre à votre question, dans ses pratiques. Au contraire, c'est un pouvoir qui guette les situations et c'est un pouvoir opportuniste. C'est-à-dire que quand le peuple est sorti comme un seul homme avec des millions,
Donc il a joué un peu c'est-à-dire le rôle d'un pouvoir. Enfin, il s'est battu en retraite, si on peut dire. Mais le jour où le nombre de la population commence à diminuer, donc là, il a sorti son véritable visage d'un pouvoir féroce et d'un pouvoir qui croit qu'à la répression. Docteur Mohamed Lamine Chibane, un mot sur ce 14 juin 2001, la plateforme de la Soumam, 14 pages des revendications, comme elles existent encore aujourd'hui d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont les mêmes dans le cadre de cette révolution. Déjà à l'époque, même bien avant, mais on a un pouvoir tout de même qui a réprimé ces manifestants venus notamment de cette région de Kabylie. Justement, oui, tout à fait. Et là, on ne fait que, face à cette violence du pouvoir, je voudrais vous rappeler une citation de Sallust qui parlait du numide. Il dit « Le numide ne peut être enchaîné ni par la crainte, ni par les bienfaits ». Et là, justement, je voudrais aussi ajouter ces gens qui sont venus de la Kabylie vers Alger. Avoir l'esprit critique ne veut pas dire du tout être complotiste. Il n'y avait pas de complotisme là. Il fallait respecter le choix d'une certaine catégorie de la population, de ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions et pensées. Et le patriotisme, justement, c'est de défendre l'intérêt général. Sincèrement, nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des sujets. Nous sommes des citoyens à part entière. Et là, justement, les vrais hommes du progrès, les vrais hommes, comme le disait Ernest Renan, les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont un regard profond du passé. Malheureusement, il y a eu cette riposte violente du pouvoir jusqu'à assassiner Massinissa. Et là, et peut-être qu'un jour, on saura toute la vérité sur cette mort et sur tous ceux qui ont été assassinés, que ce soit le colonel Qasdi Merbeh, Ben Ramdan, Khider Krim Belqasem et Abdelkader Hachani, Ma'toub El-Wennes, la liste restera très longue. Boudief, sans oublier Boudief, mais bien sûr, c'est ça justement, un pouvoir quand il est un pouvoir illégitime, sa seule réponse, c'est la réponse par la violence. Merci docteur, restez avec nous. On réagit juste derrière sur la Russie, mais tout de même, Lies Djebaili, on rend hommage tout au long de l'année sur ces grandes dates, mais c'est vrai que le combat continue pour les Algériens et les Algériennes venus des quatre coins du pays, venus aussi des quatre coins du monde. Ce Hirak, c'est une similitude aussi de ce 14 juin 2001, c'est la liberté, la dignité, un état de droit, Daoula Madaniya, Machi Askariya, et un accueil particulier déjà à l'époque. Tout d'abord, toutes mes condoléances à tous ces jeunes qui ont perdu leur vie à la fleur de l'âge, pour revendiquer la liberté, la démocratie et de vivre en paix, je veux dire, dans leur propre pays. Pourquoi réprimer de la sorte? Pourquoi réprimer de la sorte une marche pacifique qui devient un enfer pour tant de familles? Des familles, je veux dire, détruites à vie, des jeunes qui ont laissé leur vie, handicapés, éborgnés. C'est incroyable, c'est incroyable. Après, moi... Est-ce que le nouveau, il va nous rester 10 minutes juste de derrière sur la Russie, mais vraiment 30 secondes, est-ce que le nouveau président Abdelmadjid Tebboune qui nous parle de nouvelle Algérie, est-ce que ça a changé depuis? Au fait, rien n'a changé. Depuis, rien n'a changé. L'État est toujours responsable de ce qui arrive à la population. C'est l'État qui doit assumer sa responsabilité historiquement. Quand vous avez Ali Ben Flis qui rajoute une couche en signant un décret pour interdire des jeunes venant de Kabylie pour manifester à Alger, c'est fini. On a atteint, je veux dire, la dictature la plus absolue et la plus barbare. Après, on nous dit, au fait, c'est un coup des services secrets pour contrer les réformes de Bouteflika, parce qu'il y avait 3 réformes qui étaient en cours. Celle de l'État et celle surtout de la réforme de l'éducation nationale et par ricochet, la question de la langue amazigh. Merci. Mais tout ça, c'est l'État qui est responsable. C'est l'État qui est responsable, c'est l'État qui doit rendre compte
tout ce qui s'est passé, c'est l'État. C'est vrai que le peuple algérien aujourd'hui, sans réponse sur notamment toutes les disparitions et puis les assassinats, les décès dont vient d'évoquer le docteur Mohamed Lamine Chibane. La Russie, quelques minutes sur la Russie, mais on va longuement y revenir encore demain. Le président Azov-Chemouk, le président algérien est en Russie. Est-ce que c'est plus pour le forum économique? Il n'a pas encore été reçu par notamment le président russe Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette rencontre? Est-ce que c'est les intérêts de la Russie, les intérêts de l'Algérie? Alors, permettez-moi, juste avant de répondre, c'est juste rapidement, pour parler de la Kabylie en ce qui concerne 2001. C'est vrai que on est sorti contre la gendarmerie, contre la Hogara et tout, mais pour juste vous montrer un peu, c'est-à-dire là où est arrivé le pouvoir avec vraiment, il est parti vraiment loin dans son malencontreux plan. Ils ont retiré la gendarmerie, ils ont plongé la Kabylie dans le chaos. Et on a vécu des kidnappings, des assassinats, et ça, tout le monde on sait malheureusement ce qu'a vécu la Kabylie pendant presque une décennie à cause justement de ce plan malencontreux qui a été encastré par le pouvoir. Donc pour répondre à votre question, je pense que la visite de Tebboune à la Russie, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que Poutine est à la recherche d'une certaine légitimité internationale, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Donc l'Occident lui a retiré sa légitimité et l'Occident est en guerre. Je pense que d'ailleurs la guerre idéologique est revenue entre Occident et le camp de l'Est, pardon. Donc Tebboune est à la recherche d'une légitimité à l'extérieur, parce qu'à défaut de l'avoir à l'intérieur, donc il essaie de rechercher un peu partout. Et puis Poutine également, elle essaie d'avoir une légitimité à l'extérieur, surtout notamment avec les pays qui ont on va dire qui sont enclins idéologiquement au camp de l'Est, notamment l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie n'a pas participé au sommet arabe, enfin Tebboune n'a pas participé au sommet arabe, et on a vu la participation de Zelensky, le président ukrainien, au sommet arabe et son intervention. Donc je pense que c'est un échange de bons procédés. Après, je pense que les questions qu'ils vont discuter, c'est les questions de l'armement. Les questions liées à la stratégique, c'est-à-dire notamment internationale en Ukraine, peut-être qu'il va jouer un rôle de messager entre la France et la Russie, peut-être Tebboune, je ne sais pas. Et également, il y aura la question du Sahel et de la Libye. Il y a la présence de Wagner, et là ça reflète en fait la faiblesse diplomatique algérienne, la faiblesse de l'Algérie à l'international. C'est-à-dire que quand on a toutes ces frontières, des interventions des puissances étrangères, et on ne peut rien dire. C'est-à-dire que, notamment en Libye, on a vu l'intervention de la France, on n'a rien dit, c'est-à-dire on n'a plus rien dit. Au contraire, on a ouvert même son ciel pour le Mali, pour vous dire que la faiblesse diplomatique algérienne. Et aujourd'hui, c'est la Russie qui ramène des milices, des mercenaires aux frontières algériennes, que ce soit en Mali ou au Tchad et tout. Donc juste pour vous dire que toutes les puissances se permettent tout ce qu'ils veulent aux frontières algériennes. Et si tout ça se passe, c'est parce qu'on est faible diplomatiquement, on est même incapable d'assurer notre espace stratégique. Yas Jebali, docteur Mohamed Lamine Chibane, pardonnez-moi pour le temps qui passe très vite, docteur. Le président algérien en Russie, voilà, pour vous, un peu dans les grandes lignes, on rappelle qu'en 2008, la dernière visite, c'était Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette visite? Est-ce que réellement il y aura cette rencontre entre les deux chefs d'État et Poutine va lui vraiment consacrer du temps à tous les niveaux? Ah ben, justement, on se pose la question. Je ne sais pas, du point de vue protocolaire, est-ce que lorsqu'un chef d'État arrive, je parle de la Russie, est-ce qu'il est reçu, est-ce qu'il est accueilli à l'aéroport par Poutine ou pas? Là, justement, il n'a pas été accueilli par Poutine. Donc, je ne connais pas les traditions protocolaires en Russie. Mais ce qui est sûr, et je voudrais donc ajouter à ce que disait notre ami juste avant moi, concernant, nous sommes otages de la Russie.
N'oubliez pas que nous sommes un très grand client de la Russie concernant l'armement. Et là, justement, nous avons les bras et les pieds liés. N'oubliez pas que nous avons un budget colossal pour la défense, 18 milliards de dollars. Et justement, la Russie ne peut être que gagnante dans ce déplacement de M. Tebboune. Vendre des armes, ils ont besoin d'argent pour continuer leur guerre illégitime contre l'Ukraine. Et en même temps, ils veulent avoir un soutien diplomatique de l'Algérie. N'oubliez pas que nous sommes quand même en Afrique. Et là, justement, ils essaient de jouer. Ils veulent vendre, gagner de l'argent et en même temps avoir ce soutien. Mais attention, mon ami Sichaben, n'oubliez pas que nous allons avoir l'Occident contre nous. Surtout qu'en plus, nous ne sommes pas déplacés en Arabie Saoudite pour assister à la Ligue arabe. Donc pratiquement, Poutine, il est isolé. Il n'a ni les musulmans avec lui, ni les pays musulmans, ni les pays arabes, ni l'Occident. Et là, justement, que va-t-il faire, Poutine? Ne pas faire le jeu de la Russie. Ne pas faire aussi le jeu de l'Occident. Ne pas faire le jeu du sionisme pour acheter que des armes et pour rentrer en guerre contre qui? Contre un peuple qui est voisin, un peuple musulman, un peuple frère et ami qui est le Maroc. Je ne souhaiterais pas. Il est vrai que nous sommes des clients pour la Lituanie et pour la Chine aussi concernant l'importation de céréales. Mais là, ce que je suggère, c'est la sagesse et la pondération et ne pas faire le jeu Merci, docteur. De notre pays comme ça s'est passé entre l'Irak et l'Iran. Voilà, mon ami Chaben. Merci, docteur. On aura la possibilité d'y revenir longuement. Lias Djibali, le mot de la fin sur la Russie. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous pas dire. Grave, c'est dommage. Elle est beaucoup plus complexe que cela. Je ne pense pas que l'Algérie, en tout cas la partie qui essaye de réfléchir de l'état-major, puisse trouver un quelconque soutien international d'une Russie qui est complètement affaiblie, qui reçoit des coups revers, qui est complètement isolée sur le place international. C'est que la Russie utilise l'Algérie comme pour reprendre pied dans le continent noir, parce que l'Angola, elle lui a échappé, la Guinée lui a échappé, la Libye lui a échappé. Alors on peut dire que Vladimir Poutine, il est peut-être dans son avantage, il est dans son intérêt. Absolument, mais absolument. la diplomatie algérienne, l'Algérie dans tout ça, le peuple algérien qui est oublié aujourd'hui. Eh ben, la diplomatie algérienne, elle essuie des revers et des revers, je veux dire, depuis la visite improvisée au Portugal pour proposer des offres alléchantes au Portugal pour changer sa position vis-à-vis du Sahara occidental. Il n'a pas été reçu par un officiel portugais. Maintenant, je ne connais pas les protocoles, en tout cas, quand on parle des relations historiques d'amitié qui datent de la guerre froide depuis 62. En principe, il est censé être reçu par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il a autre chose à penser. Récemment, le 8 mars, ils ont reçu Chougaïev parce qu'ils lui ont dit, écoutez, nous avons un budget de 23 000 milliards. Il nous reste 18 milliards. Apparemment, les 18 milliards, dans 17 milliards doivent être, c'est des contrats qui doivent être signés impérativement parce que la Russie a besoin énormément d'argent. Il faut savoir qu'elle dépense quasiment entre 1 milliard, 1,2 milliard par jour. Oui, tout à fait. Donc la guerre nécessite beaucoup d'argent et l'Algérie, elle est au service de cette Russie qui a complètement envahi, je veux dire, de façon la souveraineté d'un peuple, d'un pays qui est souverain. Sachez aussi que l'Ukraine, elle a voté contre l'élection ordinaire pour l'Algérie en tant que pays membre. Merci. En tant que pays non membre de l'OTAN. Ça veut dire les sanctions. Je ne sais pas comment l'Algérie va gérer aussi pour Merci infiniment, merci beaucoup. On aura le plaisir de vous retrouver sur cette actualité en Russie. Voilà, l'hommage ce soir au Cheikh Mohamed, son fils qui est décédé, on ne l'a pas cité, Mohamed Salah à l'âge de 87 ans. Merci Azwa Chemrouk, merci Mohamed Lamine Chiban, cher docteur, et merci Lias Djibali, l'équipe en régie. Merci infiniment. Dans un instant, Jamaldine Benchenouf, prenez soin de vous.